Un vaillant cœur, rien d'impossible. Jacques Coeur. Mais ça me fait très plaisir de commenter cette citation parce que Jacques Coeur, je ne dirais pas que c'est moi, mais en tout cas, c'est certainement le personnage auquel je me suis le plus identifié. Voilà. C'est l'homme de la ville de Bourges, qui est aussi la mienne, qui a construit là-bas un palais où il n'a pas pu vivre longtemps, d'ailleurs, 3 jours, puisqu'il a été tout de suite emprisonné. J'ai écrit sa biographie dans un roman qui s'appelait Le Grand Cœur, et c'est un personnage qui me tient vraiment, en effet, à cœur. Jean-Christophe Rufin, bonjour. Bonjour Guyane. Oui, on commence tout de suite. Vous n'êtes pas inquiet de mes questions? Pas du tout. Non. Alors, j'aimerais vous présenter très rapidement. Vous êtes né à Bourges. Votre appartement était, votre maison même était à l'ombre de la cathédrale. Vous entendiez les chants de tourterelles et les cloches. Et vous avez grandi avec vos grands-parents, puisque votre mère est partie très vite à Paris et votre père, qui était un vétérinaire, a disparu assez tôt de votre vie. Vous grandissez donc chez vos grands-parents, aussi sous la tutelle d'un grand-père très impressionnant, un résistant, un homme qui a fait aussi la Première Guerre mondiale, qui était lui-même médecin. Et naturellement, ce modèle vous imprègne suffisamment pour que vous ayez envie vous-même de vous tourner vers la médecine. Je vais être très rapide sur ce que tout le monde connaît déjà, mais après, engagement humanitaire. Vous devenez aussi très vite écrivain. Vous devenez éditeur pour Terre des Hommes, enfin directeur de collection pour Terre des Hommes. Et puis, grand voyageur, diplomate, vous devenez ambassadeur de France au Sénégal, à Dakar, où je vous ai rencontré. Vous grimpez aussi les montagnes, vous êtes alpiniste et vous êtes devenu académicien de l'Académie française il y a 2008. En 2008. J'aimerais citer le dernier livre que vous signez, Le Revenant d'Albanie. C'est publié chez Calman Levy. C'est un livre assez étonnant, rapide, avec toujours des ingrédients qu'on retrouve dans chacun de vos livres. Et vous avez aussi un autre livre qui paraît ces jours-ci, qui est Un été avec Alexandre Dumas. Et ce sera le prolongement écrit de vos émissions sur France Inter tout l'été. Je vous appelle Jean-Christophe Rufin. Est-ce que Jean-Christophe Rufin, vous pourriez me répondre sur une première question? Dans votre enfance, quelle était l'image que vous fabriquiez de la figure de votre père jusqu'à vos 18 ans? Il n'y en avait pas, parce que je n'ai vu ni photo, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Ce qui est un peu un point commun avec Dumas, parce que Dumas a perdu son père à l'âge de 4 ans. Et je pense qu'il y a à la fois une souffrance, pour un enfant, c'est clair, mais c'est aussi une grande chance, parce que l'absence de père, c'est une liberté énorme. C'est-à-dire que personne ne vous formate, personne ne vous impose sa vision du monde. Vous pouvez tout imaginer. Et souvent, les écrivains, quand on fouille un peu, on se rend compte qu'ils n'ont pas de père, ou en tout cas qu'ils n'ont pas connu, ou qui n'a pas joué un très grand rôle pour lui. Donc je pense qu'il y a une figure ambivalente du père qui est à la fois nécessaire et parfois toxique. Et moi, j'ai eu la chance, d'une certaine façon, ce que j'ai pas senti tout de suite, de ne pas en avoir et donc de me sentir totalement libre. Et votre grand-père n'a pas endossé parfaitement cette... Oui, alors mon grand-père a un petit peu joué ce rôle, mais les pères de substitution, on en a toujours, parce qu'évidemment, on se raccroche à des figures qui sont autour de vous, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que ce sont des figures plus en retrait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'autorité d'un père, et ils n'exercent pas sur vous un pouvoir, si vous voulez. Mon grand-père rentrait de camp de concentration, il avait passé 2 années à Buchenwald, et il était pratiquement mutique, c'est-à-dire il était en bonne santé relativement, mais je crois qu'il avait trop souffert et vu trop de choses pour pouvoir parler. Et donc, pour un enfant, c'était une figure tutélaire, un peu lointaine, très utile, parce que ça permet de se projeter, d'imaginer la vie, de retrouver comme ça des photos qui vous interpellent, qui vous donnent un petit peu l'image de ce que vous pourriez faire plus tard, mais sans qu'il intervienne directement. Et votre grand-mère, vous en parlez peu? Ma grand-mère, elle m'a sauvé la vie d'une certaine façon, parce qu'elle m'a recueilli dans un moment qui était difficile pour la famille. Elle m'a apporté beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, pas du tout de contraintes. Vraiment, c'était une femme aimante, voilà,
un peu blessé par la vie parce qu'il y avait une sorte de mésalliance. Mon grand-père avait épousé une de ses patientes après la guerre de 14, où il a été abandonné par sa première femme et ma grand-mère avait abandonné son propre mari. Donc finalement, ce sont deux personnages qui se sont retrouvés et qui n'étaient pas probablement socialement acceptés. Donc ils vivaient très en retrait. Et ma grand-mère avait cette espèce de bonté, en fait, un peu paysanne au fond, qui lui venait de son éducation. Donc ancrée, sécurisante. Très sécurisante, ouais. Très sécurisante. Et je crois que je n'aurais pas forcément vécu aussi bien cette situation difficile sans l'affection de ma grand-mère. Et Bourges, alors, si je vous demande de fermer les yeux et de vous représenter Bourges, c'est les 5 adjectifs qui vous viennent quand vous représentez le Bourges de votre intériorité. D'abord, il faut savoir que j'y vis de nouveau. J'ai racheté une maison et j'y passe l'essentiel de mon temps. C'est une ville qui joue un très grand rôle pour moi parce que c'est une ville que je vois, bien sûr, moderne, telle qu'elle est, qui se développe d'ailleurs beaucoup, surtout en ce moment, avec l'industrie d'armement qui a toujours été la spécialité de la ville. Mais c'est surtout, d'abord, une ville qui est restée à l'écart de la modernité. Par exemple, quand le train a été installé au 19e siècle, Bourges n'en a pas voulu. Ce qui fait que c'est une ville qui est restée en marge et qui a préservé son patrimoine historique. Donc c'est une ville dans laquelle, en vous promenant, vous pouvez trouver absolument toutes les époques. Et pour un romancier ou futur romancier, si vous voulez, c'était pour moi quelque chose de très très fort parce que ça me permettait de me projeter dans un ailleurs qui était là, et qui est toujours là d'ailleurs, mais qui finalement ouvre sur toutes les époques. Voilà, on peut se sentir avec la cathédrale au XIIIe siècle, on peut se sentir au XVe avec le Palais Jacques-Cœur. Il y a une immobilité qui vous intéresse. Une permanence des choses qui est très très forte. Avez-vous renoncé à vos idéaux de jeunesse ? Cet engagement dans MSF, dans Médecins sans frontières ? Non, je n'ai pas renoncé, mais je constate, si vous voulez, que les associations, les mouvements auxquels j'ai participé ont, eux, changé beaucoup. Oui. Eux ont renoncé à quelque chose. Oui, je pense qu'il y a une forme de neutralité, d'humanisme, etc., qui a probablement un petit peu été dévoyée par une politisation maintenant qui est très forte. Ce sont des associations qui ont pris, je dirais, un virage assez radical, assez politique. De plaidoyer. Voilà, où le plaidoyer a pris probablement autant, sinon plus, d'importance que l'action. Voilà. Et c'est vrai que je m'y reconnais moins parce qu'il ne faut pas oublier que dans ma génération, l'humanitaire, c'était un petit peu un retour vers l'humanisme, vers l'humain. Nous avons pris, je dis nous, c'est-à-dire ceux de mon âge qui ont vécu finalement l'effondrement des idéologies, la fin du communisme, les catastrophes du XXe siècle. On a pris tout ça un petit peu sur la figure et on s'est retrouvé avec comme idéal finalement quelque chose qui était justement à l'opposé de la politique et qui allait prioritairement vers l'humain. Sauver le monde, sauver les gens. Pas le monde, c'est les personnes. Le Biafra, oui, c'est ça, c'est le point de départ. Une chose dont vous êtes peu fier, ou la chose dont vous êtes le moins fier, Jean-Christophe Rufin? C'est toujours difficile, mais je pense que je manque de fidélité parfois à mes amis. J'en ai perdu de vue. J'ai traversé pas mal de monde. Je sais que je retrouve souvent des personnes qui sont restées très attachées à notre relation. Et puis, moi, j'ai l'impression parfois d'avancer comme ça et de laisser derrière moi voilà, peut-être des personnes qui auraient souhaité que je sois plus attentif. Mais on vous devine quand même un homme de continuité, notamment dans votre relation avec vos enfants. Oui. Il y a quelque chose qui se maintient, ce lien. Vous avez eu 4 mariages. Vous aimez, ça vous plaisir. Oui. Je suis un peu cruelle, je vous ai prévenu. Non, mais Mais qu'est-ce que vous laissez de vous à chaque fois? Alors, mes enfants, je ne les abandonne pas, je ne les ai jamais abandonnés. J'ai des petits-enfants, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont loin, ils vivent à l'étranger. Mais tout à l'heure, après cette émission, je vais en rejoindre un qui est là. Et que... Non, j'essaie d'être présent et pour moi, c'est très, très important cette transmission, si vous voulez, à travers les générations.
Après, il y a la vie. Hein. Alors la vie, elle vous rapproche et parfois elle vous sépare. Voilà. Mais voilà. Je suis à la fois un homme de fidélité, comme vous dites, ça c'est vrai, mais c'est une fidélité qui peut-être, par les circonstances de la vie, m'a fait changer. Voilà. Et vous diriez que les relations amoureuses ou conjugales sont des relations qui sont vouées à, de toutes les façons, mourir et renaître tout le temps? J'ai écrit un roman qui s'appelait 7 mariages. Ouais. Voilà, les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, où je racontais justement formidable. Un couple qui se mariait. Alors 7 fois, en fait, dans le récit, on voit que c'est pas tout à fait 7 fois, mais bon. Et je trouvais intéressant de montrer que finalement, dans l'histoire d'un couple, la séparation ou les séparations pouvaient être des moments aussi importants que les moments où on se retrouve. Voilà. Et il y a ce couple qui est vraiment un couple, celui que je décris, mais il a traversé des périodes dans lesquelles, effectivement, la séparation fait partie de la relation, je dirais. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, rien n'est définitif. Et moi, j'aime pas l'idée, par exemple, de ne plus voir quelqu'un parce qu'on est séparés. Bon, voilà, je garde un lien, et ça, c'est très important. Mais voilà, hein, parfois... Je garde un lien et ça ne vous fait pas souffrir, ce lien, même s'il est... Non, parce que je pense qu'il faut vivre les choses pleinement. C'est-à-dire, c'est pour ça que je me suis marié. Ça vous fait rire, mais... Vous êtes marié en Albanie? Oui, mais parce que quand on est avec quelqu'un, il faut s'engager. Moi, je fais partie de ceux qui s'engagent. J'ai autour de moi des amis qui se sont jamais engagés. Et quand ils arrivent à des âges plus avancés, si vous voulez, je pense qu'ils le regrettent. Parce que, bien sûr, l'engagement, ça veut dire aussi le risque de l'échec, le risque de la souffrance, d'une certaine façon. Mais au moins, ce que vous avez vécu, vous l'avez vraiment vécu. Voilà. Donc, j'ai cette impression. C'est très beau ce que vous dites. D'ailleurs, vous allez vous engager avec moi encore quelques minutes si vous venez avec moi. Jean-Christophe Rufin, vous êtes un homme qui traverse les mondes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le revenant d'Albanie. C'est encore une histoire de consul, une histoire de service secret, d'au-delà des frontières, de sénateur qui est influent. Vous êtes fasciné par tout ce qui fait, tout ce qui sous-tend la diplomatie. Le principe de cette série, c'est que c'est le personnage principal, enfin le fil conducteur. C'est pas forcément le personnage principal, mais c'est un consul. Bon, un consul, pourquoi? Parce que le consul, dans la diplomatie, c'est celui qui s'occupe de ses compatriotes à l'étranger. Donc il a un petit peu les prérogatives d'un policier, d'une certaine manière. En tout cas, il peut résoudre un certain nombre d'énigmes. Voilà. Et puis c'est l'occasion de... En tout cas, c'était au départ l'occasion pour moi, quand j'ai créé ce personnage, de faire entrer les lecteurs un petit peu dans ce monde de la diplomatie qu'au fond, les gens connaissent mal. Et que j'ai eu la chance, le privilège de connaître un peu et de vivre, de jouer un rôle à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le cadre. Mais finalement, le cadre, il est peut-être moins important que ce qu'on met dans le cadre. Voilà. Et ce qu'on met dans le cadre, à chaque fois, c'est une histoire singulière et un pays différent. Voilà. Et un pays différent, surtout. Ouais. Un pays différent, l'Albanie. Vous avez gardé de cette expérience comme ambassadeur à Dakar l'impression que, finalement, les époques passent, mais les mécanismes du pouvoir restent, non ? Oui, alors la diplomatie et le pouvoir, c'est un peu... L'influence. Il y a une parenté entre les deux. C'est-à-dire qu'un diplomate est en contact avec le pouvoir, mais il n'a pas lui-même de pouvoir tellement. Sauf peut-être les consuls, justement. Parce que les consuls, ils sont capables de résoudre des problèmes concrets. Les Français qui se font kidnapper, voler, perdre leurs papiers, assassiner. Hein. Voilà, à ce moment-là, il y a une dimension de pouvoir. Sur le plan politique, c'est plus contestable. Hein. Je pense que... Vous écriviez des télégrammes diplomatiques pour alerter sur la baisse de l'influence de la France en Afrique, la francophonie qui recule. Il faut bien s'occuper. Non, mais vos télégrammes n'étaient peut-être jamais lus pour le contenu, mais lus pour aussi le style par lequel vous les écriviez. Ah, ben ça, j'espère. Non, mais c'est surtout... D'ailleurs, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui écrivent très bien, parfois même trop bien, s'écoute un peu écrire. Mais en fait, l'idée, c'est que si vous regardez les fonctions que remplissent les ambassades, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de ces fonctions qui pourraient être faites par d'autres. Par exemple, les notes politiques,
Bon, les journalistes font presque la même chose. Ils sont souvent très bien informés, voire parfois mieux informés. Bon, du point de vue économique, par exemple, les entreprises, etc., ont leur propre réseau. Finalement, le cœur, ce que personne d'autre ne fait, c'est le consulaire. Parce que ça, c'est vraiment une prérogative des ambassades. Mais pour le reste, voilà, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Hein, c'est pas... Et vous avez quand même un tropisme, plutôt qu'en Afrique, vers les pays de l'Est. Bah, alors là, je suis revenu à mes amours passés, si je peux dire, parce que j'ai pas mal... vécu en Russie. Alors, ça, c'est autre chose, mais disons, à titre privé, mais à titre professionnel, j'ai pas mal été engagé dans l'affaire de la guerre de Bosnie, si vous voulez. Bosnie, Kosovo, etc. Et l'Albanie, finalement, fait partie, notamment le nord du pays, est assez balkanique, quoi. On sent cette même ambiance un peu qu'on retrouve dans les Balkans, avec cette complexité, cette présence de l'histoire aussi partout. C'est Churchill qui disait, en parlant de ces pays, trop peu de territoire, trop d'histoire. Voilà. Ce contraste entre des tout petits endroits qui sont souvent vraiment minuscules, des petites tout pays, bonbonnes. Voilà, mais qui ont capté une densité historique, parce que beaucoup de peuples sont passés par là, il y a eu des pouvoirs successifs, des batailles, des religions différentes, des peuples différents, des langues différentes. Voilà, et donc il y a une intensité territoriale, si je puis dire, qu'on ne trouve pas, parce que vous pouvez traverser les grandes plaines américaines, par exemple, vous êtes dans des mondes gigantesques, finalement, mais relativement homogènes. Alors que là, c'est tout petit, et en faisant quelques kilomètres, vous passez d'une civilisation à une autre. Alors, si je peux me permettre une remarque personnelle, en vous lisant, souvent, je me dis que votre plume est plus une plume de médecin, d'ancien médecin, qu'une plume de diplomate. Je trouve que vous avez une façon d'observer les corps, les gestuels, les états intérieurs, les troubles, les dérangements, disons, qui est extrêmement présente dans votre écriture. Et ça rend cette grande histoire, les grandes fresques, justement les histoires géopolitiques, très incarnées. Est-ce que vous reconnaissez cette qualité-là ? Oui, je vous remercie de le dire. En fait, si vous voulez, pour des romans comme ceux-là, la complexité géopolitique, tout ça, ne doit absolument pas être assénée, imposée. En fait, il faut suivre un personnage, plusieurs personnages, leur vie, leurs désirs, leurs souffrances, leurs espoirs, etc. Et c'est à travers eux qu'on comprend ce qui se passe, la grande histoire qui est derrière. Voilà. Donc il y a cette importance centrale du personnage et de ce qu'il incarne. Donc vous parlez des médecins, oui, certainement les médecins, Tchekhov, Flaubert, Rabelais. Oui, enfin, Rabelais. Mais il y a aussi ceux Céline. Mais il y a aussi ceux qui auraient voulu être médecins. Par exemple, Simenon, qui pour moi jouait un très grand rôle. Simenon était fasciné par la médecine et la psychiatrie, mais il avait créé sa propre psychiatrie d'une certaine façon. Mais c'était une fascination chez lui. Au fond, il aurait voulu être médecin. Et il pensait comme un médecin. Il pensait... c'est quoi penser comme un médecin ? C'est-à-dire qu'il pensait d'abord en référence aux individus qu'il mettait en scène, en essayant de comprendre, finalement, en observant leurs gestes, en observant leur parcours, leurs relations, etc., d'essayer d'atteindre leur intérieur, c'est-à-dire comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont en eux, finalement. Et ce qu'ils ont en eux, ça se révèle par les relations avec les autres, ça se révèle aussi par le corps. Et dans ce domaine du corps, il n'y a pas mieux, si j'ose dire, ou pire, qu'un meurtre. Puisque finalement, c'est le moment où vous ôtez la vie. Et ça ouvre, c'est l'énigme. Voilà. Mais c'est vrai que cette dimension presque charnelle, si vous voulez, pour moi, elle est vraiment essentielle. Et je la partage aussi avec Dumas, etc. C'est-à-dire qui n'était pas médecin, mais enfin... Qui était très incarné, qui était un homme, même physiquement, qui... Voilà. Et pour qui, si vous voulez, la nourriture, je fais des chapitres sur le Dumas et la nourriture, je mets même des recettes à la fin, parce que son grand dictionnaire de cuisine, qui est son ultime livre, qui est paru d'ailleurs après sa mort, a rassemblé toutes ces recettes dans lesquelles il y en a qui sont farfelues, la pâte d'ours grillée, mais un
inversement, ça parcourt toute son œuvre. C'est le personnage qui vous ressemble le plus, enfin, c'est l'écrivain qui vous semble être le plus proche de vos... Mettons ça dans l'autre sens, si vous me permettez, parce que plus modestement, j'essaie moi de lui ressembler, mais c'est pas Dumas qui me reçoit. Non, c'est conscient parce que il fait partie des écrivains qui m'ont vraiment marqué. J'ai pas lu tant que ça pendant mon enfance. Enfin, lui n'avait rien lu du tout. Hein. Son enfance, c'est 2 livres, c'est la Bible et Les Mille et une nuits, c'est tout. Et il n'a lu qu'à partir de 20 ans, 23 ans, quand il est arrivé à Paris. Mais moi, j'ai lu un petit peu plus, dont Dumas. Et c'est vrai que... mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi, je sais pas, Jules Verne, Michel Strogoff, etc. Bon. C'est-à-dire, pour moi, il incarne une forme à la fois le monde extérieur, c'est-à-dire qu'il était capable de vous faire traverser les mondes, quoi, et les époques et tout ça. Et puis, en même temps, quelque chose d'extrêmement concret qui était... les odeurs de la cuisine, quoi, voilà, et du vin, et quand vous écrivez, vous sollicitez quel sens? En règle générale, il faut s'abstraire, c'est ça le problème, c'est que je pense que quand on écrit, quand on veut écrire un roman, en particulier, tenir à la fois le rythme, le lecteur, etc., il faut être mu, j'allais dire, par le manque. C'est-à-dire, si vous avez fait un gros repas bien arrosé, c'est pas là que vous allez vous mettre à écrire. Il faut être plutôt le chien flanqué, vous voyez, qui cherche un os partout. Et au fond, il faut avoir le désir des choses. Il faut avoir le désir de la nourriture, le désir du plaisir, le désir du voyage, le désir d'entendre la mer. Voilà. Donc, moi, j'ai écrit de façon assez isolée, finalement. Donc, ça passe par un dépouillement pour vous, l'écriture? Oui, ah oui. Il y a une étape dépouillement. Oui, je crois pour tout le monde, parce que... Alors, Simenon, justement, disait qu'il était capable de distinguer ce que les écrivains avaient bu. Il disait, je suis capable de distinguer, celui-là, il a bu du rouge, celui-là, il a bu du whisky. Bon. En fonction de leur ligne. Voilà. Mais effectivement, il doit y avoir un certain nombre d'écrivains qui écrivent sous l'empire de substances. Est-ce que c'est dans cette démarche-là que vous avez fait cette grande épopée ambulatoire de 800 km vers Saint-Jacques-de-Compostelle? Est-ce que c'était pour vous dépouiller? Oui. Justement, vous êtes parti sans carnet de notes, sans prendre de notes, avec l'envie justement de vous imprégner des choses dans le réel, être présent au présent. Et après, ça a rendu possible ce livre très beau que vous avez écrit. Moi, je fais ça régulièrement. Là, j'en avais besoin parce que je rentrais de cette expérience d'ambassadeur où j'avais vécu dans les ordres de la République et des trucs. Et il y a un moment où, quand ça s'arrête, vous pouvez être tenté de le vivre comme une privation. C'est-à-dire, tout d'un coup, tiens, où est le cuisinier, où est le chauffeur, où est la femme de chambre, etc. La lingère, oui. Voilà. Et il vaut mieux le vivre, au contraire, en exagérant le dépouillement, en s'y complaisant d'une certaine façon. Et le dépouillement, à ce moment-là, devient une richesse et non pas un manque. Voilà. D'ailleurs, je fais ça régulièrement. Je l'ai fait aussi il y a 3 ans sur le fleuve Amazon, où je suis parti là avec des pinceaux et pour dessiner, pour peindre, et où j'ai descendu sur des bateaux autobus très, très, très rudimentaires. Vraiment, là, en termes de gastronomie, c'était pas ça du tout. Mais pourquoi ne pas écrire au fil des jours de votre marche? Qu'est-ce qui vous a... Moi, j'ai des amis comme Sylvain Tesson, par exemple, qui tous les soirs a son petit carnet, il écrit des prend trucs. Ses notes, prépare le prochain livre. Il saisit des images, des idées, etc. Moi, je suis pas capable de faire ça. C'est un petit peu, même ça me paraît un peu suspect, même, enfin pas pour lui, mais ça me paraît parfois suspect de voir des gens dans les rues, les touristes, vous voyez, qui prennent des photos. Moi, j'ai envie de leur dire, laissez l'appareil de côté et regardez, quoi. J'avais mis en exergue justement de ce livre sur le Brésil une phrase de Julien Gracq qui dit tant de mains pour changer le monde et si peu de regards pour le contempler. Voilà. Finalement, il faut être capable de s'abandonner au regard, c'est-à-dire de rien faire, regarder. Alors on peut dessiner, ça va bien avec, mais écrire, non, c'est pas à ce moment-là. L'écriture, c'est une reconstruction. C'est une reconstruction qui est faite par la mémoire et qui passe par l'oubli. C'est-à-dire que vous voyez des choses, vous les vivez,
vous les oubliez, ou vous croyez les avoir oubliées, et puis si elles sont importantes, si elles sont liées à un affect, si elles sont nécessaires dans un récit, etc., elles reviennent. Et elles reviennent dans une forme de surprise et de merveilleux presque, mais qui est en vous, quoi. Voilà. Donc j'aime bien laisser ce cycle se dérouler. Et Dieu dans tout ça, c'est pas une démarche spirituelle de marcher vers Compostelle, de se dépouiller, d'avoir cette ascèse aussi ça ne vous donne pas le goût, l'envie d'aller chercher encore au-delà? Alors, c'est une démarche spirituelle, ça n'est pas une démarche nécessairement religieuse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la plupart des pèlerins, enfin, un très grand nombre des pèlerins à qui j'ai parlé, n'étaient pas là pour des raisons religieuses. Oui. Mais c'est une expérience spirituelle qui, d'ailleurs, est partagée par de nombreuses religions. Mais quel serait le synonyme d'expérience spirituelle pour vous? Comment vous pourriez la décrire? C'est une façon de briser les murs qui sont autour de soi et d'entrer en une sorte de communion, aussi bien avec les autres qu'avec des forces spirituelles auxquelles on croit ou on ne croit pas, mais ça dépend. Mais vous voyez, le chemin de Compostelle, c'est pas un chemin de Damas. Il n'y a pas tout à coup une épée de feu qui tombe et qui vous illumine. Ça peut arriver peut-être à certains, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est comme dans beaucoup d'autres religions, le pèlerinage est utilisé pour finalement créer une sorte d'ascèse qui vous rend disponible à une forme de révélation ou de communion. Voilà. Après, chacun y met ce qu'il veut. Et vous, votre révélation? Je peux jouer un joker, là? Joker? Mais c'est trop facile de terminer sur un joker une émission. Il me faut un mot. Dites quelque chose. Une plénitude, une paix? Non. Une fin, je dirais, AIM. C'est-à-dire, je crois qu'au fond, on vit dans des sociétés un peu parce qu'on est du bon côté, certainement, mais de satiété, dans lequel finalement on est gavé de choses, d'informations, de biens, d'une certaine manière, quelle que soit sa richesse. Quand on vit en Occident, on est quand même comblé d'une certaine façon. Et le pèlerinage, c'est une manière de revenir à des fins primitives, c'est-à-dire à des appétits primitifs, qui sont des désirs d'ailleurs, des désirs qui peuvent être des désirs de chair ou qui peuvent être des désirs de récit ou de musique ou d'aventure. Enfin, voilà. Mais ça vous remet dans cette position qu'on a quand on est enfant et où finalement le monde vous apparaît comme une sorte d'énorme fruit géant à croquer, dans lequel on pourra mordre. Oui. Merci Jean-Christophe Rufin. Je rappelle le titre de votre livre qui paraît ces jours-ci, Un été avec Alexandre Dumas. On a l'impression que c'est une marche aux côtés d'Alexandre Dumas. C'est publié aux éditions Équateur Parallèle, partenariat avec France Inter. Et je rappelle aussi le livre précédent, Kalman Levy, Jean-Christophe Rufin, vous publiez Le Revenant d'Albanie, l'histoire d'Aurèle, le consul. Un grand merci et à bientôt pour le prochain livre. Merci beaucoup.